Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée sur les marchés européens. Avant la grande édition du soir, 1 heure pour revenir sur les enjeux de marché, mais aussi sur les grands sujets du moment à 17h. Et au sommaire de cette séance boursière, récession, c'est le terme qui agite les marchés financiers en ce moment. Un terme prononcé par Jérôme Powell lui-même lors de son audition devant le Congrès. Le président de la Fed a déclaré qu'un soft landing suite à la remontée des taux de la Fed serait, je cite, very challenging et qu'une récession serait possible. Qu'entend-on par le terme récession? Quel niveau de décroissance faudra-t-il atteindre pour que les banques centrales en viennent à infléchir leur position? Et a-t-on bon espoir de voir l'inflation se réduire d'ici là? Autant de questions que nous poserons à nos invités dans un instant dans Smart Bourse. Mais la récession est également une crainte sur le sol européen, au-delà de la stratégie de la BCE que nous commenterons évidemment en plateau. Le sujet de l'approvisionnement en énergie est également un sujet d'inquiétude. Robert Habeck, le ministre allemand de l'économie, va même jusqu'à évoquer, je cite, un effet Lehman dans le système énergétique à venir si la baisse des livraisons en provenance de Russie continue. Robert Habeck qui estime également que le gaz, je cite toujours, est devenu une ressource rare. Quel risque court l'Europe face à son approvisionnement énergétique et quel impact économique des stocks énergétiques trop faibles? Un autre sujet que nous traiterons dans Smart Bourse avec bien sûr évidemment les indices PMI du jour, la confiance des consommateurs ou encore les chiffres hebdomadaires du chômage. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse, nous nous pencherons sur les stratégies ESG en bourse, comment aborder ces dernières dans un contexte de tension énergétique et de réglementation qui se durcit vis-à-vis des fonds et des entreprises. Sur quelles données surtout se baser? Nous en parlerons avec Carmine Defranco, responsable de la recherche chez Osiam. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude cet épisode de Smart Bourse avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Séance volatile à Paris, l'indice fait toujours les frais du repli des valeurs bancaires, dont Société Générale, BNP Paribas ou Crédit Agricole. De fébrile, on retrouve aussi l'Eurostoxx et le DAX. La bourse de New York évolue pour sa part dans le vert, tirée par la progression des valeurs de croissance. Sur le plan des indicateurs, les dernières données en date nous parvenaient ce matin et ne sont pas pour rassurer les investisseurs. L'indice PMI Flash Composite de l'activité globale en France s'est replié de 57 en mai à 52,8 en juin. Il s'agit de la plus faible expansion de l'activité du secteur privé français depuis le début de l'année. Même tonalité dans la zone euro où l'indice PMI composite S&P global s'est replié de 54,8 en mai à 51,9 en juin. Il met en exergue un deuxième ralentissement mensuel consécutif de la croissance du secteur privé. La production manufacturière a diminué pour la première fois depuis 2 ans. On retient aussi que la forte détérioration des performances des services se confirme. À noter que l'Allemagne a activé le niveau d'alerte de son plan d'urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz. Le pays se rapproche de ce fait d'une situation de rationnement sous l'effet de la baisse de 60% des livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream. Ce plan devrait permettre au gouvernement de soutenir les acteurs du marché. Berlin fournira une ligne de crédit de 15 milliards d'euros destinée à remplir les installations de stockage de gaz. On relève aussi qu'un modèle de vente aux enchères de gaz sera lancé cet été afin d'encourager les consommateurs industriels à économiser le gaz. La troisième et dernière étape du plan, le niveau d'urgence, permettrait à l'État d'organiser un rationnement. S'agissant des valeurs à suivre, enfin, Air Liquide et Siemens Energy annoncent la création d'une co-entreprise qu'ils détiendront respectivement à hauteur de 25,1% et 74,9%. Elle sera dédiée à la production en série en Europe d'électrolyseurs hydrogène renouvelables. Et puis TF1 revend la tech Gamed au fonds HLD. Le groupe avait fait l'acquisition de cette entreprise en 2018. À noter que le fonds HLD rachète dans le même temps l'agence de médias conseil Repeat à son fondateur et va réunir les deux actifs au sein de la même société Biggie Group. Demain, nous prendrons connaissance du climat allemand des affaires avec l'indice IFO de juin. Le marché analysera aussi les chiffres de l'inflation de mai au Japon. Voilà donc Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
Et c'est parti à présent pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter ensemble l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière dans Smart Bourse. Pour nous accompagner ce soir, donc sur le plateau de Smart Bourse, nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Riche-Flores, économiste indépendante chez RF Research. Bonsoir Véronique Riche-Flores. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. À côté de vous, Julien Pierre Nouan. Bonsoir Julien Pierre Nouan. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse également. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Malik Hadouk. Bonsoir Malik Hadouk. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR-AM. Alors beaucoup de sujets qui vont nous animer ce soir. On va évidemment parler de récession, on va évidemment parler de stratégie de banque centrale, de croissance en zone euro. Mais avant, et on va peut-être commencer avec vous, Julien Pierre Nouan, ce sujet de niveau d'alerte en matière d'approvisionnement en gaz en Allemagne, donc une ligne de crédit qui a été débloquée de 15 milliards d'euros. Donc le sujet de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne n'est pas un sujet qui date d'hier. Pour autant, moi je voudrais revenir sur la déclaration du ministre de l'économie allemand qui parle d'effet Lehman et de potentiellement de risques systémiques qui pourraient se retrouver derrière si jamais l'Allemagne n'avait pas suffisamment de gaz cet hiver. L'Allemagne qui a du mal à reconstituer ses stocks pour cet hiver. Est-ce que c'est aujourd'hui une situation qui doit inquiéter sur le sol européen ? C'est clairement une question qu'il faut surveiller. L'objectif après la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, c'était effectivement s'affranchir un petit peu des approvisionnements en gaz russe. C'est extrêmement compliqué. Le modèle, tout le système énergétique allemand était vraiment orienté vers des approvisionnements essentiellement de Russie. L'objectif était de notamment importer davantage de gaz liquéfié. On a eu il y a quelques quelques jours, une explosion dans une usine aux États-Unis qui fait que ce gros fournisseur ne peut plus fournir. Et de l'autre côté, la Russie joue sans doute un jeu assez long. On voit que le conflit avec l'Ukraine va durer sans doute encore un certain temps. Et donc, l'objectif de la Russie, c'est d'affaiblir l'Europe en réduisant donc, le niveau de stockage en prévision de l'hiver prochain. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de consommation. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet d'énergie, mais c'est aussi un sujet de matières premières pour un certain nombre de filières industrielles. Il faut bien avoir à l'esprit que le gaz n'est pas seulement utilisé pour produire de l'électricité. Bien sûr, pour chauffer des particuliers, il sert aussi dans des usines. Exactement. Tout ce qui est notamment production d'engrais et pour certains plastiques, c'est un entrant et donc c'est un vrai sujet qu'il faudra surveiller. Malik Hadouk, même question quand le ministre de l'économie allemand dit que le gaz est devenu une ressource rare. Alors c'est sûr que quand on a un point de vue un peu franco-français, nous on regarde ça, on a du nucléaire, donc on a l'impression que c'est un sujet, mais que c'est encore lointain puisqu'on parle de l'hiver prochain. Mais là, l'Allemagne entre en niveau d'alerte. Est-ce que ça doit nous inquiéter ? Oui, ça doit nous inquiéter sur les marchés financiers. Si le ministre de l'économie en parle, et comme ça a été déjà mentionné, c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui qui prend des proportions importantes. Et surtout, ce que ça va impliquer, c'est sur l'inflation éventuellement. Comme c'est un entrant dans beaucoup d'industries, ça pourrait peser sur l'approvisionnement et donc sur l'offre à venir. Et ça pourrait entraîner la problématique de l'inflation qui se maintiendrait en Europe de manière beaucoup plus durable. Donc c'est ça, pour le marché, c'est ça, à mon avis, le véritable impact. Et là, bien sûr, l'effet sur la croissance économique. Donc une inflation encore plus persistante du fait d'une rupture d'approvisionnement sur le sujet du gaz, sachant que, alors effectivement, une des solutions envisagées, c'est de rouvrir des centrales à charbon, au-delà du côté énergétique ou de l'enjeu climatique, écologique. Sur le sujet inflation, ça pourrait venir compenser ou ça ne viendrait pas régler le côté persistant d'inflation si jamais il n'y avait pas suffisamment de gaz ? Non, ça viendrait... Ça ne compenserait pas, ça l'alimenterait encore plus, à mon avis. Ça l'alimenterait encore plus ? Véronique Riche-Flores, un commentaire également sur ce sujet d'approvisionnement en gaz de l'Allemagne aujourd'hui sur le sol européen ? C'est incontestablement une véritable menace, y compris bien évidemment pour l'industrie, de nombreuses industries, et puis pour les ménages allemands, tout simplement, de savoir qu'on a quelque part, à l'entrée de l'hiver, peut-être une menace, là, un coup près qui peut intervenir. Ça doit être, je pense, assez effectivement un facteur anxiogène important. Incontestablement, c'est un facteur de maintien des prix de l'énergie élevés.
pas forcément de l'ensemble de l'inflation, mais de cette poche énergétique, effectivement, qui peut venir compliquer encore la situation. Donc oui, après, on a quand même un positionnement de l'Allemagne à l'égard de la Russie là, ces derniers temps, parce qu'il y a eu d'autres déclarations assez sonnantes, si je peux dire, de la part des Allemands, des dirigeants allemands, notamment une question sur l'avenir de relations germano-russes, etc., plutôt que d'une centralisation du débat sur l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. Bien sûr. Et on sent bien, il y a peut-être aussi un petit élément stratégique, de politique pour attiser les craintes, pour essayer de négocier quelque chose d'un peu plus flexible à l'égard de la Russie. Je n'exclus pas, ce sont des supputations, Bien sûr, mais oui. qu'on pourrait d'ailleurs comprendre dans le contexte précisément de véritables menaces sur l'approvisionnement qui sont bien réelles. Donc voilà, mais effectivement, c'est une menace de premier ordre. Et puis aujourd'hui, il fait très chaud, mais l'hiver est juste à l'horizon. Donc, non, bien sûr. Mais moi, ce qui marque l'observateur que je suis, c'est le fait d'employer le terme d'effet Lehman. Alors, il y a peut-être effectivement un effet d'annonce, une stratégie derrière, mais la question que ça peut poser, c'est il y a le sujet des stocks en Allemagne et comment est-ce que ce sujet peut se répandre au niveau européen et quel est le risque du coup à prendre en compte en tant qu'investisseur. Tel que j'ai entendu ces déclarations, pour moi, l'effet Lehman, c'est le court-circuit. Alors, Lehman, c'était le court-circuit du crédit. Hein, et je pense que c'est le court-circuit ou le coupe-circuit, je ne sais pas, au niveau de l'énergie. Hein, parce qu'effectivement, si à un moment donné, il n'y a plus de gaz et qu'on est à peu près certain que l'Allemagne ne pourra pas substituer, en tout cas dans un premier temps, l'intégralité de ses besoins et que ça peut juste arrêter la machine allemande. Donc oui, ça peut aller très vite, potentiellement. On n'est peut-être pas forcément dans ce scénario. Oui, c'est ça, c'est un vrai risque aujourd'hui ou pas ? Mais c'est une éventualité qu'on regarde de près, effectivement. Bon, alors ça, c'était effectivement un commentaire sur l'actualité, notamment sur cette déclaration donc, du ministre de l'économie allemand. On va revenir sur le sol européen ensemble, mais j'aimerais d'abord réagir à un autre sujet d'actualité. C'est un seul terme, et on va continuer avec vous, Malika Douk, c'est ce terme récession. Alors, ce terme récession, je l'emploie souvent depuis le début de la semaine. On l'entend assez régulièrement aussi donc dans les commentaires. Jérôme Powell l'a mentionné hier en expliquant qu'un soft landing, je cite, serait very challenging, alors que lorsqu'il a annoncé donc cette hausse de taux de la Fed de 75 points de base, c'était quand même l'objectif, c'était d'avoir un soft landing. Maintenant, le discours, c'était l'objectif affiché. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, mais là, on sent qu'effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué. On évoque la possibilité d'une récession. Alors j'aimerais vous entendre sur ce sujet, mais j'aimerais bien surtout qu'on définisse ce que c'est qu'une récession. Est-ce qu'une récession, c'est une crise économique ? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Ou est-ce qu'on peut parler de deux trimestres successifs, par exemple, de décroissance, et que finalement, ce ne soit pas si grave. C'est la définition technique de la récession, mais Véronique est mieux placée que moi pour y répondre. Mais ce que je voulais dire, c'est que Jérôme Powell, il a clairement indiqué que le combat de la Fed, c'était l'inflation, et que ça pouvait se faire au détriment de la croissance. Aujourd'hui, les banques centrales, c'est vraiment... L'inflation. On a l'inflation en ligne de mire, et c'est cet élément-là qu'on va combattre, quel que soit le coût d'ailleurs. Mais alors, est-ce que c'est une stratégie On verra bien sûr que les déclarations des banquiers centraux changent en fonction de l'évolution de la situation économique, de l'évolution des marchés financiers. Mais il est clair aujourd'hui que c'est l'élément central que combattent les banquiers centraux. Et la hausse de 75% qu'on a eue, c'est vraiment pour montrer au marché que la Fed était présente et qu'elle prenait sérieusement en compte cette remontée très forte de l'inflation, qui est toujours au-delà des 8%. Même si on estime que la question centrale qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est arrivé au pic de l'inflation ? Est-ce qu'on va commencer à redescendre ? Nous, on considère qu'on est peut-être arrivé à un mois près au pic de l'inflation, mais que la redescente va être
comment dire, Graduel. Voilà, merci. Va être graduel. Mais donc vous voyez, vous anticipez un pic d'inflation prochain. Dans les mois qui viennent. Oui, dans les mois qui viennent, oui. Ensuite, on va redescendre, mais graduellement. Est-ce que la descente va être rapide? On ne le pense pas. Elle va être graduelle. Et pour arriver à l'objectif des banquiers centraux, il faudra sûrement attendre plutôt la fin 2023 qu'avant. Sauf si, bien sûr, une récession sévère impacte l'économie américaine. Mais les banquiers centraux, pour être honnête, l'année dernière, ils nous disaient que l'inflation était transitoire. Ils se sont adaptés, ils ont revu leur discours. Et ils peuvent revoir leur discours si aujourd'hui la récession est vraiment marquée et que le marché de l'emploi commence à se dégrader, notamment aux États-Unis. Mais alors, là, je reviens sur ce thème récession. C'est un scénario aujourd'hui Oui, c'est un scénario, bien entendu. C'est un scénario qu'il faut prendre en compte. Quand on voit aujourd'hui la décélération des PMI, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, elle est quand même assez marquée. On va voir comment le marché du travail répond aux États-Unis à ces attentes-là. Il y a certaines entreprises qui ont déjà annoncé des licenciements à venir pour justement anticiper le ralentissement économique qu'ils perçoivent dans leur activité. Et c'est ces éléments-là donc les banques centrales vont être data dépendantes dans les semaines à venir et pourront ajuster leur politique monétaire en fonction de l'évolution de la situation économique, même si on continue de croire que la Fed va continuer à monter ses taux. Alors est-ce que c'est 75 BP comme annoncé par tout le monde au mois de juillet prochain, le 27 juillet? Moi, j'ai peut-être tendance à penser qu'il pourrait nous surprendre avec une hausse que de 50 BP. D'accord, une hausse un peu moins forte qu'anticipée, à l'inverse finalement de ce qui s'est passé la semaine dernière. Véronique Riche-Flores, je vous voyais réagir à ce que disait Malik Hadouk sur ce sujet récession. Alors effectivement, le terme fait peur et peut-être à raison, mais peut-être aussi qu'une récession technique serait, en tout cas c'est ce qu'on peut entendre, nécessaire pour infléchir effectivement la tendance de l'inflation. Même question, est-ce que c'est un scénario aujourd'hui, une récession aux États-Unis? Je pense que c'est le scénario. D'accord. Voilà. Au moins c'est clair. Il n'y a plus de débat. Non, pardon. Après, il n'y a pas une récession pareille que l'autre. Pareil que la suivante. Elles sont toutes spécifiques. Et moi, j'ai essayé de travailler sur... voilà. À quoi ressemblera la prochaine récession aux États-Unis? Et c'est pas aussi évident que ça, parce qu'on n'a pas... il y a eu Covid, on a eu un cycle long, mais qui n'a pas non plus été exubérant. On n'a pas accumulé... Normalement, une récession, c'est quoi? Vous purgez les dettes, d'abord. Vous purgez le surcroît d'investissement, le surplus d'emploi. Vous remettez les bilans à propre. Or, là, on n'a pas grand-chose à purger, sauf du côté de la dette. Des dettes et du côté de l'immobilier. Alors l'immobilier, on pourrait immédiatement dupliquer la crise de 2008, sauf que les Américains détiennent assez peu leur propre immobilier, qu'il est essentiellement dans les mains des investisseurs institutionnels ou des plus riches Américains qui sont multipropriétaires. Donc c'est pas du tout la même typologie de risque financier. Peut-être que ça commence, parce que là, on voit que les banques et que les conditions de crédit ont refait du taux variable un petit peu trop largement, à mon sens, à ce stade du cycle. Mais, et puis, vous n'avez pas de purge d'investissement à faire. En fait, il n'y a pas eu d'excès d'investissement, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr. Oui. Il y a bien évidemment un risque sur l'emploi, mais là encore, il n'est pas massif. Je rappellerai qu'on a tout juste retrouvé le niveau d'emploi de 2019, contrairement à ce que nous dit Jérôme Powell, qui nous décrit un marché de l'emploi hot et super dynamique. En réalité, on a un taux de chômage très faible. Oui, parce qu'il n'y a plus d'immigration, il y a un certain nombre de désertion du marché de l'emploi, ce qui est un problème structurel, mais pas trop cyclique. Donc là, on voit bien qu'il y a... Donc, je ne suis pas sûre que la récession, véritablement, soit le plus grand risque. Il me semble que le plus grand risque, c'est quoi? C'est des trimestres plus ou moins négatifs, peut-être 2 trimestres négatifs, peut-être 3 d'ailleurs, un peu de crispation, mais surtout quelque chose qu'on a du mal à voir rebondir derrière. Parce qu'il y a, s'il n'y a pas de purge, il n'y a pas de rebond, c'est l'effet d'élastique. On préfère, très honnêtement, je pense qu'on préférerait tous avoir une bonne récession de 2-3 trimestres pour prévoir la reprise derrière.
suis pas sûre qu'on y ait droit là. Parce que là, le scénario que vous décrivez, c'est plus une récession, de ce qu'on pourrait appeler une récession technique, effectivement, ou mécaniquement on peut appeler ça une récession, mais derrière, la situation ne change pas réellement. Ça ne change pas réellement. Alors il faudrait une purge du surendettement qui est peut-être en train de se faire avec la remontée des taux, et celle-là, elle concerne les entreprises, donc ça va gripper à un moment donné au niveau de l'emploi, des résultats, un petit peu d'investissement. Mais voilà, on n'a pas les éléments pour avoir quelque chose véritablement qui nous fasse chuter le PIB de 5%. Par contre, quelque chose qui reste longtemps embourbé, oui. Et alors après, vous pouvez avoir aussi une baisse des prix du pétrole, des matières premières, plutôt un infléchissement de l'inflation qui fasse rebondir un petit peu, qui redonne un petit peu de pouvoir d'achat. Et finalement, passer à travers les fourches codines, donc c'est pas une vraie récession, mais on n'est pas forcément plus avancé au bout du compte. Et peut-être qu'il faut à nouveau remonter les taux d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est un environnement quand même assez particulier, assez inconfortable pour tout dire, et surtout, je dirais, qui nécessite des autorités monétaires qu'elles soient très graduelles. Parce que le vrai risque, effectivement, il est du côté de financier, du côté des effets richesse, et c'est là qu'on peut avoir des craquements, des fissures qui fassent plus mal. Le pic d'inflation, vous le voyez vous aussi pour les prochains mois? Il est là. Et je pense qu'il est là. On a plusieurs petits signaux. Après, il y a la variation mensuelle ou quoi, des prix du pétrole ou autre. Mais on voit presque depuis 2 mois avec, et notamment dans les secteurs sous-jacents, dans les services, les prix, par exemple, des loisirs, toute cette activité qui était censée redémarrer, profiter de la période post-Covid, où effectivement on a eu 2-3 mois de très fortes hausses mensuelles, et puis là, on revient à des hausses vraiment très très faibles. On a un petit peu peut-être le même phénomène au Royaume-Uni. C'est très clairsemé, mais on a ces petits signaux. En tout cas, ce sont des signaux qui nous disent que les effets de second tour sont très réduits. Il n'y a pas d'effet majeur. Alors que c'était la grande crainte pour le coup. Sur les salaires, finalement, on a eu 2-3 mois d'accélération, puis depuis, ça plafonne à 5,5%. Et donc, à partir de là, effectivement, les effets énergétiques, les effets de base, etc., devraient plutôt signer, effectivement, le point haut. Nous, on a plutôt une baisse assez marquée, mais comme vous l'avez signalé, on développe maintenant, on montre nos prévisions 2024, et 2024, ce n'est pas 2%. C'est ça le signal. Ça va sans doute baisser assez vite parce que pour tout un tas de raisons techniques en fait, mais derrière le point d'arrivée, pour arriver à 2%, il nous faut une crise financière. Quand vous dites que ce n'est pas 2%, c'est-à-dire qu'on resterait au-dessus de 2%. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le changement de paradigme un peu plus long terme qui pose bien sûr bien des questions. Malika, vous vouliez réagir? Non, je voulais dire que sur la partie inflation, c'est vrai, aux États-Unis, il y a aussi les loyers qui sont une composante qui sont lagués, qui pour l'instant ne montrent pas de signes de ralentissement, mais qui pourraient, compte tenu de la situation du marché de l'immobilier avec la hausse des taux de crédit, pourraient avoir un impact beaucoup plus rapide. Sur la baisse de l'inflation, du coup, si je comprends bien. Julien-Pierre Nouan, même question sur ce sujet récession. On essaye de comprendre un petit peu la façon dont on voit les choses. Alors, je ne compte plus les études qui estiment à 30, 50%, 90% le risque de récession aux États-Unis. Après, tout dépend effectivement des méthodes de calcul ou autres. Mais comment est-ce que vous voyez les choses? Et puis, on va essayer de comprendre comment ça peut s'inscrire dans une stratégie d'investissement aussi, ce risque récessif, lorsqu'on voit que la Fed s'est donné pour unique objectif aujourd'hui de faire baisser l'inflation. On a presque envie de dire coûte que coûte, quoi. Oui, coûte que coûte. Il faut aussi comprendre pourquoi. Parce que plus l'inflation élevée dure, plus cela se transmet aux anticipations d'inflation, ce qui a sans doute scellé le sort de la hausse de 75 BP la semaine dernière. C'était peut-être encore plus que les chiffres d'inflation du mois de mai. Le fait que dans les chiffres sur la confiance des ménages, on voyait les anticipations à long terme commencer à augmenter d'un niveau significatif par rapport aux variations classiques de ce chiffre et arriver à son niveau le plus élevé des 20 dernières années. Et ça veut dire que si les ménages anticipent que les prix vont encore plus monter, mécaniquement, ça fait baisser la demande et donc il faut agir sur le... Surtout, ça joue après dans le calcul des ménages, lorsqu'ils demandent lorsqu'ils négocient leur salaire. Bien sûr. Oui. Donc vous rentrez un petit peu dans cette boucle prix-salaire que les banquiers centraux veulent éviter à tout prix. Et c'est vrai que l'inflation, lorsqu'on décompose justement ces chiffres d'inflation, ce qu'on voit, c'est que, et je pense effectivement le pic est proche parce que on a devant nous la résorption de la fameuse inflation temporaire.
celle des biens dont les prix ont été soufflés par la sortie de Covid, les problèmes d'approvisionnement. Mais par contre, on voit quand même au niveau des services et notamment du logement, un mouvement assez fort d'accélération. Ce qu'il y a aux États-Unis, c'est que lorsque vous regardez des choses comme le taux de vacances, on a peu de logements aujourd'hui par rapport à la demande. Et donc, il y a une pression sur le logement, des prix de l'immobilier qui ont très fortement progressé. Alors, ça va sans doute se normaliser à très court terme. Les prix de l'immobilier qui progressaient de 2%, plus de 2% par mois, c'est pas tenable et ça va ralentir. Mais, et je pense que ça va être une des vraies questions, parce qu'on l'a dit, les conditions d'une récession relativement modérée sont là. On n'a pas eu d'excès, on n'a pas des ménages qui doivent reconstituer une épargne et qui se sont surendettés comme c'était le cas en 2007-2008. Sur les entreprises, la question se pose, mais c'est vrai que si on regarde des agrégats comme la charge d'intérêt des entreprises, on n'est pas sur des niveaux extrêmement élevés. Donc on a les conditions d'une récession assez modérée. Est-ce que cette récession assez modérée fait augmenter suffisamment le taux de chômage pour quelque part rétablir une sorte d'équilibre sur le marché du travail et résorber les pressions salariales? Ça va être clé, parce qu'on peut très rapidement revenir sur quelque chose de très dynamique, avec une banque centrale qui rebaisserait ses taux et qui devrait après les remonter aussi très rapidement. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est honnêtement ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que j'ai du mal à comprendre où se situe l'épisode récessif dans la stratégie de la Fed. Est-ce qu'on parle d'une conséquence prévisible mais inéluctable, ou est-ce que ça fait partie de la cause pour lutter contre l'inflation ? C'est un peu le non-dit de la politique monétaire. C'est que si à un moment vous avez un problème d'inflation lié à la demande, ce que vous devez faire, c'est faire ralentir la demande. Et ralentir la demande, ça s'appelle une récession. Donc quelque part, la Banque centrale provoque la récession. Si vous regardez historiquement, quasiment à part la récession Covid, qui est une bête très particulière, mais toutes les récessions sont précédées d'un durcissement de la politique monétaire. Bon, c'est plus clair. Merci beaucoup, Véronique Riche-Flores. Il y avait un petit détail dans la communication de la Fed, dans ses prévisions, qui était assez intéressant. Et je pense que c'est pas pour rien. Ils savent quand même bien parler au marché et faire passer des petites choses. Et à horizon, donc il y a des prévisions à horizon 2024. 2024, le taux de chômage est prévu par la Fed à 4,1%. Et donc on monte graduellement. Je crois qu'ils ont 3,8. On est aujourd'hui à 3,6. Ils montent à 3,8 et 4,1. Et alors l'année prochaine, ça suffit pas pour arrêter la hausse des taux. Ils ont encore 50 points de base. En 2024, ils retirent les 50 points de base. Ils rebaissent leur taux d'intérêt. D'accord. Et donc moi j'ai compris qu'ils nous disaient on va pas être aussi réactif à la hausse du taux de chômage parce qu'il faut que ça se desserre, que les contraintes s'atténuent. Mais à 4,1, là on baisse nos taux. Voilà. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a bien cette idée-là. À mon avis, le 4,1 pourrait être atteint beaucoup plus rapidement qu'en 2024. Et à mon avis, effectivement, de fait, ils marqueront une pause avant cette date-là. Mais voilà, on en reparlera après, je pense. Moi, j'aimerais. Alors, du coup, on peut continuer sur la séquence banque centrale. Alors, surtout, en fait, on va évoquer le sujet européen. Et avant de reparler peut-être de la BCE, Malika Haddouk, vous avez mentionné les PMI tout à l'heure. Effectivement, on a eu les PMI pour la zone euro, pour la France notamment. On voit des PMI qui reculent, avec notamment une activité dans le secteur des services qui recule. La BCE a mentionné qu'elle allait augmenter ses taux. Elle ne l'a pas encore fait. Ça va arriver. C'est en juillet. Nous sommes en juin. On parlera peut-être également des spreads dans un peu plus tard. Mais là, justement, est-ce que la récession doit devenir un sujet en zone euro, alors même qu'on est un peu en retard par rapport au calendrier de la Fed et des États-Unis ? Alors la récession, c'est un sujet qui concerne à la fois la Fed, mais qui concerne aussi la Banque centrale. Et pour ce qu'on n'a pas dit, on parlait de récession, mais lorsqu'on regarde les actifs financiers, si on regarde le marché action et le marché du crédit à l'heure actuelle, ils n'ont pas de la même appréciation de la situation. Quand on regarde les spreads des crédits, on n'est pas encore en situation on ne prédit pas une récession. Le marché action, à mon avis, il prédit la récession à hauteur de 70%. Donc
on va voir comment vont se comporter les résultats des entreprises, qui va être le facteur d'ajustement pour la suite sur les marchés actions, mais on n'est pas loin du plus bas, sauf si on rentre en récession vraiment très marquée. Donc la récession, bien sûr, pour la BCE, c'est un élément marquant. Mais la BCE, elle a un retard sur la Fed, elle sait que l'inflation va être persistante et elle n'a plus le choix qu'aujourd'hui de remonter les taux, parce qu'aujourd'hui, la Fed a pris de l'avance, et s'il y avait un ralentissement plus marqué, elle aurait l'opportunité de rejouer avec les taux, ce que la Banque centrale n'a plus. Donc il est inéluctable qu'en juillet, il y aura une hausse des taux. Maintenant, il faut se poser la question de savoir si c'est 25 ou 50. Ça, c'est le débat, pour revenir à des taux zéro. Avec une réunion en urgence sur justement éviter une fragmentation trop forte des spreads européens. Donc avant même qu'on ait augmenté les taux, on réfléchit à la façon dont on va limiter l'impact de l'augmentation des taux. Bien fait, encore une fois, puisque les spreads s'étaient approchés des 250, ce qu'on avait eu 5 ans plus tôt, et ils sont intervenus à ce moment-là. Voilà, ça a été bien fait, hein, ça a permis de réduire les spreads italiens vis-à-vis de l'Allemagne. Donc elle a bien fait son rôle là. Mais sur la récession, là encore une fois, le sujet pour la BCE comme pour la Fed, c'est l'inflation. Parce que l'inflation touche tout le monde en fait. L'inflation touche tout le monde et surtout touche les bas salaires. Et donc va impacter le pouvoir d'achat des classes moyennes. Donc elles sont obligées de réagir. Véronique Riche-Forest, est-ce que la situation est similaire entre les États-Unis et l'Europe? Parce que la hausse de taux n'est pas encore intervenue physiquement en Europe. On a des prévisions de croissance qui sont revues à la baisse. On a une inflation, pour le coup, qui, elle, est toujours à des niveaux assez élevés. Est-ce que la BCE aura les mains aussi libres que la Fed, si je puis dire, pour augmenter ses taux et agir contre l'inflation? Probablement pas. Je pense qu'on l'a vu depuis 2 semaines, justement, avec cette fragmentation. C'est assez compliqué. La croissance est plus faible quand même. Les États-Unis, je n'estime pas que la situation de l'économie américaine soit particulièrement brillante, mais ils ont réussi à récupérer, notamment avec les plans de soutien qui sont en partie d'ailleurs à l'origine de l'inflation. Mais bon, ils ont récupéré davantage que la zone euro. En zone euro, on est quand même très loin de la tendance qui prévalait avant la crise et on s'englue encore une fois. Donc, vous regardez les sous-jacents, la croissance des salaires, par exemple, aux États-Unis, ça va pas très loin, mais on a eu une petite accélération. En zone euro, c'est très très lent. Au mieux, on va être à quoi? 3% de hausse des salaires, peut-être 3,5, 4 dans certains pays, mais avec une inflation à 8,5%, ça vous fait un choc inédit de pouvoir d'achat, de salaire réel. Donc, forcément, il y a une fragilité au-delà de la question souveraine qui réduit les marges de manœuvre. À côté de ça, néanmoins, il y a un changement de contexte structurel en zone euro avec la disparition des excédents courants et cette inflation qui vient fragiliser l'euro. Et l'euro devient un facteur d'importation de l'inflation additionnelle à un moment donné où on n'a vraiment pas besoin de payer nos matières premières plus chères. Donc voilà, il y a un vrai sujet. Je pense qu'on ne peut pas se fermer la porte. Il est naturel d'ajuster le niveau des taux d'intérêt. Maintenant, comme vous l'avez dit, les marges de manœuvre sont extrêmement étroites, l'environnement extrêmement instable. Donc, il faut y aller par petites doses. Idéalement, sur l'Italie, on aurait préféré quand même qu'ils préparent le coup avant parce qu'on savait tous qu'il y aurait... Le sujet, c'était la fragmentation. Bon, il a fallu cette réunion d'urgence à moins d'une semaine après la communication, ce qui fait un peu râler. Mais voilà, on espère que les Allemands plient et qu'ils donnent un peu plus de flexibilité. De toute façon, je crois qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent qu'on puisse remonter un petit peu les taux d'intérêt. Il me semble que c'est leur priorité aujourd'hui. Alors je reviens sur les marchés, Malika Adouk, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous dites qu'effectivement les marchés obligataires ne prévoient pas une récession, les marchés actions l'ont déjà largement anticipé. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence entre les deux ? C'est la dichotomie qu'on a eue avec le marché obligataire taux l'année dernière, le marché action. Aujourd'hui, c'est avec le marché du crédit, parce que le marché des actions. Parce que la problématique du marché des actions, je pense, c'est que l'ajustement des taux, très fort des taux, pour le marché des actions, ça va avoir un impact inévitable sur un ralentissement économique et donc sur les bénéfices des entreprises à venir. Donc, étant donné que les bénéfices d'entreprise ne se sont pas ajustés pour l'instant, ce à quoi on a assisté sur le marché des actions, c'est une contraction des multiples très rapide,
très puissante en l'espace de 3 semaines, parce qu'on a eu des prix qui ont chuté, mais des bénéfices qui sont restés stables. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, que les entreprises ne montrent pas qui... C'est pas les entreprises, c'est les analystes aujourd'hui qui n'ont pas encore révisé, et puis on n'a pas eu d'annonce on a certaines annonces de profit warning de certaines entreprises, mais pour l'instant, il n'y a rien de marquant. Et deuxième élément aussi qui va être scruté avec attention, c'est les marges des entreprises qui sont à des niveaux très élevés et qui pour l'instant sont restées stables. Et on ne voit pas dans un contexte où on a de l'inflation, les coûts de matières premières ont augmenté, on a eu des augmentations de salaire, que les marges puissent se maintenir. Donc sur le marché des actions, il y a ce E-là qui peut venir vraiment inverser la tendance, parce que si on a une révision très forte, dû à un ralentissement économique notamment, le marché action a encore une marge pour corriger. Et sur le marché du crédit, la situation, comme l'indiquait Véronique, c'est la situation quand même bilancielle des entreprises. Ils se sont financés très largement avant. Il n'y a pas de mur de dette de refinancement à horizon de 2024. Et ils pensent que eux, par contre, que les banques centrales vont à un moment donné se réfréner de remonter drastiquement les taux. Julien Pierre-Nouan, comment est-ce que vous voyez cette situation de recul sur les marchés actions en l'occurrence? Est-ce que c'est un moment où on se dit en fait il vaudrait mieux rester un petit peu en dehors de ce marché et voir comment il évolue, ou au contraire est-ce que c'est un marché qui est source d'opportunités? Comment est-ce que vous l'analysez? Alors nous, on conserve des allocations plutôt prudentes parce qu'on pense que tant qu'on n'a pas éclairci cette question d'inflation et qu'on n'a pas vu effectivement dans les prévisions de résultats des entreprises les conséquences d'une éventuelle récession, le marché va rester sous pression. Les multiples effectivement ont baissé, mais ils ne sont pas encore vraiment sur des niveaux extrêmement bon marché. Et il y a des vraies questions sur les résultats des entreprises. Aux États-Unis, vous avez des marges qui sont de très très loin sur des plus hauts historiques, qui sont peut-être en train de commencer à basculer, mais on pourrait aller encore plus loin. Et c'est assez facile de construire des estimations de marché avec des PE, des multiples un tout petit peu plus bas que les niveaux actuels, et une révision encore notable des résultats qui génère un potentiel de baisse pas négligeable. Donc on reste, nous aujourd'hui sur une approche très prudente dans nos portefeuilles. Mais ça veut dire que globalement, si je comprends bien, il faudrait que les entreprises, ou en tout cas que les analystes, revoient les estimations de bénéfices à la baisse pour rassurer le marché, c'est ça, pour montrer qu'ils sont en phase avec les inquiétudes des investisseurs? Alors c'est pas nécessairement pour rassurer, mais c'est pour donner de la clarté. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un choc matière première, il y a des salaires qui sont en train d'accélérer aux États-Unis, peut-être un peu moins en Europe, mais quand même. Donc des coûts qui augmentent. Alors on a de l'inflation, donc on se dit les prix de vente augmentent aussi, mais est-ce que c'est vraiment à due proportion? Est-ce que vous avez vu tout ça? C'est un peu la question que ça pose. Et surtout, est-ce que vous continuez à vendre autant avec des prix qui augmentent? Donc voilà, il y a toutes ces questions qui doivent trouver leur réponse. Est-ce qu'elles vont trouver leur réponse dans les semaines à venir? Sans doute pas. Dans les mois à venir, peut-être un peu plus, dans les trimestres à venir, plus probablement. Donc on a, selon nous, encore une période de plusieurs mois devant nous d'incertitude assez marquée. Plusieurs mois d'incertitude assez marquée sur les marchés, avec, alors là je regardais effectivement le CAC 40 qui est un petit peu en dessous des 6000 points à la clôture, 5883, donc oui, bien en dessous. Donc un peu d'incertitude, ça veut dire qu'on pourrait voir un marché qui continue à être baissier sur les prochains mois, selon vous, sur l'été par exemple? Il y a plusieurs raisons. Imaginons donc la saison de publication des résultats commencera aux États-Unis autour du 15 juillet. Si on commence à voir des entreprises qui nous disent attention, en fait, on a les profit warning, on a tout ça, ça peut générer une nouvelle jambe baissière sur les marchés. De l'autre côté, on peut avoir, si jamais l'économie américaine, et je pense que c'est pas impossible, se prouve qu'elle peut être plus résistante à ce début de remontée de taux, et qu'on se dit la Banque centrale devra peut-être aller encore plus loin
en termes de remontée de taux, parce qu'on l'a dit, il y a des facteurs de résistance dans l'économie américaine. Ça aussi, ça peut être un facteur d'inquiétude pour les marchés. Alors, je reviens sur les résultats d'entreprise avec vous, Malik Hadouk, juste pour bien comprendre, mais lors de la prochaine saison des résultats, vaut-il mieux qu'on ait des profit warnings qui montrent effectivement une prise en compte de tous les facteurs exogènes mentionnés par Julien Pierre-Nouan, ou si jamais on a des bons résultats d'entreprise, ça enverra un message positif ou au contraire un message de attention, du coup les profit warnings arriveront plus tard. Alors je suis peut-être un petit peu pessimiste dans l'approche, mais est-ce que c'est ça la question aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des prévisions de bénéfices aujourd'hui aux États-Unis qui tournent autour, pour l'année 2022, encore autour de 8-9%. En Europe, on a redescendu un peu. Mais on est toujours en territoire positif. Si on avait une saison de résultats qui était de bonne facture, avec des marges qui se stabilisent, je peux vous assurer que le marché remontera de manière substantielle. D'accord. Parce que lui, ce qu'il anticipe justement, c'est qu'on ait une révision à la baisse des anticipations de bénéfices. Il se dit que ce momentum-là de bénéfices ne peut pas se maintenir compte tenu de l'environnement actuel. Donc, si on avait une mauvaise saison des résultats, il faudra aussi vérifier l'ampleur. Si c'est une baisse légère, le marché pourrait se stabiliser. Encore une fois, le marché action, lui aussi, va dépendre de l'évolution des taux, l'évolution des taux longs. Parce qu'on a vu les taux réels remonter assez sensiblement aux États-Unis, se situent autour de 0,60. On n'est pas aussi à des niveaux de 1 ou 2% de taux réels. Donc si cet ajustement de taux se continue, comme on l'a vu au cours des 2 dernières journées, où on a des mouvements de baisse assez marqués sur les taux longs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ça peut aider à stabiliser le marché et notamment redonner de la vigueur aux valeurs de croissance qui ont été malmenées au cours du début d'année. Donc, les earnings, la saison qui vient, qui commence le 15 juillet, ça va être déterminant pour avoir un été calme ou pas sur les marchés financiers, en dehors du conflit ukrainien. En tout cas, en ce qui concerne les résultats d'entreprise. Voilà. Après, à voir effectivement l'influence que ça aura sur les marchés actions. Tout à l'heure, il était mentionné les PE. On est passé en 3 semaines d'un PE de 22 à 17 aux États-Unis. En Europe, on est descendu au-dessous de la moyenne historique. On est encore mieux valorisé que les États-Unis, mais on ne bénéficie pas de la composition du marché américain qui est plus diversifié. En Europe, je crois qu'on est en 12 aujourd'hui, 12,5. On n'a jamais eu cet écart de valorisation entre le marché américain et le marché européen. Ce qui laisse à penser que si l'Europe arrive à s'en sortir, mais on a du mal à le voir en termes de croissance économique, compte tenu de la situation en Ukraine et compte tenu aussi de la problématique énergétique, c'est le marché qui devrait réussir à mieux performer. Mais bon. On a toujours souhaité ça, on n'y est jamais arrivé pour le moment. Véronique Riche-Flores, comment est-ce que vous voyez ce recul de marché, ces inquiétudes, ces incertitudes, voire cette incompréhension ? Enfin, je dis ça en tant qu'observateur, mais... Non, je ne crois pas que ce soit incompréhensible, je crois que c'est tout à fait logique. On a quand même des marchés qui ont énormément bénéficié effectivement de l'environnement de politique monétaire tout à fait hors norme. On est sur la voie d'un début de normalisation. On corrige, on ajuste et je pense que fondamentalement cet ajustement n'est pas terminé. Maintenant, à brève échéance, je pense qu'il y a des facteurs effectivement qui peuvent être qui peuvent permettre de stabiliser les choses, voire possiblement d'avoir une petite ouverture pour une amélioration, parce qu'il peut y avoir une réouverture de la Chine, il peut y avoir des prix du pétrole qui finissent par prendre conscience de la réalité de ce marché quand même, qui est avec une valorisation des prix qui est totalement aberrante, qui était totalement aberrante ces derniers mois. On a peut-être le début d'une normalisation, ça c'est plutôt bon signe. Donc on peut avoir un mix avec un peu d'activité. En Chine, je ne compte pas beaucoup sur la Chine pour nous tirer, mais enfin quand même, ça peut aider à redorer un petit peu l'environnement industriel et un peu moins d'inflation, des banques centrales qui rabattent un petit peu leur communication sur le durcissement monétaire. Ça, c'est la brève échéance qui me semble possible. Maintenant, à plus long terme, je pense qu'on ne coupera pas un ajustement monétaire. On a trop de liquidités dans le système et on le voit bien. Dès que les banques centrales relâchent un petit peu, même ces dernières semaines, quand on a eu l'impression bien que sûr, oui. Ça repartait comme en 14. Donc, on voit bien que ça va plus être possible de l'accepter du côté des banques centrales. Et donc, c'est la vraie menace. Après, je pense que surtout, pour ce qui concerne le marché européen, il s'agit des rotations sectorielles. Moi, je
j'ai quand même entendu beaucoup de gérants, gérants de portefeuille dire acheter les bancaires, l'automobile, les values à tour de bras. Oui, les values, mais enfin, avec toute la problématique sectorielle qu'on a, où les bancaires, n'achetaient les bancaires que parce qu'on avait la perspective de taux nominaux en hausse, alors que les taux réels se sont massacrés à la baisse et pèsent énormément sur les bancaires qui sont exposés au risque de récession. Voilà, je pense qu'il y a eu des attentes qui étaient un petit peu mal placées, un peu trop optimistes. Et là, ça va, on a besoin que les choses se remettent en place. Et pourquoi pas un petit peu plus de valeur de croissance dans les prochaines semaines, ça ne me paraît pas déraisonnable, quoi. Eh ben, ce sera le mot de la fin de cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Véronique Riche-Flores, économiste indépendante chez RF Research. Merci Malika Douk, directeur de la gestion diversifiée de CPRAM. Et merci Julien-Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion. Merci à vous évidemment de nous suivre et on se donne rendez-vous tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous allons nous poser une question. Les stratégies ESG fonctionnent-elles en bourse? Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Bourse par Carmine De Franco. Bonjour Carmine De Franco. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes responsable de la recherche chez Osiam. Le sujet ESG, alors effectivement, c'est un sujet qui a été pas mal porté en matière d'investissement financier au sortir de la crise Covid, ou en tout cas au moment de la réouverture des économies, si on parle de la crise Covid sous un angle économique. On sent actuellement qu'avec les tensions sur les matières premières, énergétiques, avec la hausse du pétrole, les réflexions de réouverture de centrales à charbon dans certains pays pour compenser des fournitures en gaz réduites, par exemple, si je prends l'exemple de l'Allemagne, on sent que les stratégies ESG sont un peu plus questionnées dans leur parcours boursier. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? C'est vrai que l'exemple que vous mentionnez justement de l'ouverture des centrales à charbon, je pense qu'offre une perspective sur le problème fondamental après derrière la construction de ce type de stratégie, puisque c'est toujours un exercice d'équilibre entre des objectifs qui peuvent être un peu contradictoires. Vous voyez, l'Union européenne et l'Allemagne incluse souhaitent avoir un plan climatique très ambitieux. Bien sûr. Mais de l'autre côté, pour protéger le pouvoir d'achat et donc pallier à la crise énergétique, ils sont obligés d'activer leur arsenal à charbon. Donc du coup, voilà, il y a le E qui va à l'encontre même d'une transition énergétique. Exactement, pour privilégier probablement un peu plus le S, si on imagine que la préservation de la stabilité sociale et quelque part le pouvoir d'achat pour les ménages les plus faibles a un intérêt, et là, évidemment. Donc cet exemple, je pense que ça donne un peu la problématique de fond, qui est celle de déterminer un peu l'équilibre fondamental entre des objectifs qui peuvent être parfois un peu contradictoires. Mais c'est important quand même de regarder comment on en est arrivé là. Parce que en 2020, pendant la crise Covid, évidemment, beaucoup de ce type de stratégie, un peu sur toute la place, ont eu des belles performances. Et donc ça a été probablement un élément qui a déclenché quelque part une euphoria. Alors bien sûr. Un peu une bulle. Je pense qu'à tort, en réalité, ces belles performances ont été ascrites à la thématique ESG, alors qu'en réalité, beaucoup, c'était des paris sur certains secteurs qui avaient bien vécu la crise. Et donc aujourd'hui, on est un peu le revers de la médaille. Mais quel type de secteur, par exemple? C'est vrai qu'on se souvient des valeurs dites vertes, effectivement, qu'on voyait performer, mais pas que. Donc, normalement, beaucoup de fonds étaient investis, par exemple, sur la tech, surtout la tech américaine, par exemple, ou alors sur le secteur de la santé, qui évidemment a bien bénéficié, le secteur du luxe, qui peut tenir ses marges, etc. Donc, en fait, c'est ça, c'est le positionnement des stratégies ESG vers des entreprises qui, tout en étant des bons investissements, quand on les regarde d'un point de vue financier, pourraient ne pas forcément être alignés avec l'idée que certains investisseurs peuvent en avoir, surtout sur le parti. D'accord, ça veut dire que des fonds ESG pouvaient investir effectivement sur des GAFAM ou des entreprises du luxe qui fonctionnaient très bien à ce moment-là, et donc montrer des performances et en même temps une étiquette ESG qui pouvait montrer qu'on alliait le meilleur des deux mondes, alors qu'aujourd'hui, quand on se pose la question, on regarde les choses un peu différemment. Aujourd'hui, donc à la hausse, on est peut-être moins regardant de la part des investisseurs, puisqu'on est content à la fois sur la façon d'afficher, par exemple, des belles performances financières
et des belles performances ISR en termes d'empreinte carbone, par exemple. C'est souvent à la baisse dans les phases des crises, dans lesquelles on commence à questionner les process, où on va regarder pourquoi. Alors aujourd'hui, par exemple, quand on regarde un fonds ISR classique, on va voir que la plupart de la sous-performance, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, au Japon, sur les marchés émergents, vient des expositions à des secteurs de croissance comme le secteur technologique. Encore une fois, c'est pas une critique contre le secteur technologique, mais c'est clair que les investisseurs peuvent se demander pourquoi je suis exposé à un secteur qui est en train de pénaliser mon fonds, alors que moi, je voudrais une stratégie qui ait de la valeur, y compris éthique, donc qui puisse avoir un impact sur l'environnement plutôt que le social. Et donc, c'est ce questionnement qui est en train de prendre un peu la place au sein des réflexions des investisseurs. Donc, du coup, il faut peut-être retravailler la question, qu'est-ce que c'est un fonds ESG aujourd'hui ? Oui, c'est ça. C'est en fait, le sujet n'est pas de dire investir dans des valeurs technologiques ou dans des valeurs du luxe, c'est ESG ou c'est pas ESG. Le secteur, la question, c'est plus de dire qu'est-ce que dans un fonds ESG, je m'attends à trouver en tant qu'investisseur et qu'est-ce que je ne m'attends pas forcément à y trouver. Exactement, c'est aligner les attentes ex-ante avec un portefeuille qui reflète ces valeurs-là. Donc je vous fais un exemple. Quand on fait des stratégies avec un focus environnemental, il est clair qu'on doit trouver dedans des entreprises dans des secteurs compliqués. Bien sûr. Soit les utilities, pourquoi pas l'énergie, pourquoi pas les minières. Alors, ça ne veut pas forcément dire faire ce qu'on appelle le greenwashing ou alors maquiller en vert ce qui ne l'est pas. Mais c'est aller chercher des acteurs qui peuvent vraiment véhiculer la transition écologique. Donc, il faut aligner quelque part le portefeuille avec la thématique. Si on veut, par exemple, avoir une stratégie dont l'impact soit, par exemple, sur la biodiversité, donc il faut aller chercher les entreprises dans les secteurs qui sont très exposés à ce thème-là. Donc, par exemple, l'alimentation ou alors la chimie, etc. Et donc, cet alignement-là, qu'aujourd'hui, on voit moins. Et donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut aller encore plus loin dans la thématique d'investissement que simplement ESG, où effectivement on pourrait trouver de l'environnement, du social, donc ESG, environnement, social, gouvernance, où là finalement on a du mal vraiment à identifier quelle est j'allais dire la mission, mais en tout cas quel est l'enjeu que s'est fixé le fonds. Par exemple, prenons la polémique qu'on a vue il y a quelque temps entre Elon Musk et le fait que Tesla a été retiré d'un indice très connu, un indice ESG. Bien sûr. On peut être d'accord ou pas avec ce que Elon Musk puisse dire, mais d'autant plus qu'il a été remplacé, en tout cas dans cet indice-là, il y a Exxon et pas Tesla. Donc, ce qui, d'un point de vue d'un investisseur avec un focus environnemental, il peut légitimement se poser la question, est-ce que j'aurais mieux avoir Tesla plutôt que Exxon ? Cependant, quand on va regarder dans les détails, on va voir par exemple que sous la gouvernance, Tesla, il a beaucoup de chemin à faire. Sous le social, il y a des vrais enjeux. Donc, si on choisit une approche ESG qui intègre plein d'objectifs qui peuvent parfois être un peu contradictoires, du coup, on doit être prêt à accepter des arbitrages qui pourraient être un peu pas clairs. Par exemple, le fait qu'on puisse avoir une pétrolière et pas forcément une entreprise avec des Mais c'est d'ailleurs en France actuellement, et notamment sur les discussions autour de la réglementation, du label, ou même au niveau européen, c'est une des critiques qui est faite à l'ESG, c'est de dire qu'en fait on peut faire de l'ESG en investissant sur n'importe quelle entreprise aujourd'hui, puisqu'il suffit juste de calibrer le E, le S ou le G. En tout cas, c'est une critique qui est faite. Et vous, ce que vous dites, c'est il faut se poser la question de non pas de est-ce que je veux faire de l'ESG ou pas, mais est-ce que j'ai envie d'avoir un engagement environnemental, social, ou plus sur le sujet gouvernance, et ensuite trouver un fonds en phase avec ces valeurs-là spécifiques. Exactement. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on doit les séparer et donc faire que du E et oublier le S. D'accord. Ou alors ne pas regarder du tout la gouvernance, mais c'est de partir d'un objectif qu'on veut atteindre et ensuite identifier les bons élèves ou les entreprises qui ont le potentiel pour le faire. Un autre exemple, beaucoup de fonds, soit dit low carbone, donc qui baissent l'empreinte carbone, ont très peu d'entreprises dans des secteurs compliqués. Or, les réductions d'empreinte carbone, on peut le faire, là il y a des empreintes carbone, parce que si à la base on ne fait pas d'émissions carbone, c'est très difficile d'en réduire. Donc il faut partir toujours de l'objectif. Une fois qu'on a fixé un objectif, on est très transparent là-dessus, moi je pense qu'il n'y a pas de problème,
a priori à aller chercher des investissements, y compris dans des entreprises qui a priori ne seraient pas forcément vues comme ESG. C'est vrai que c'est un sujet controversé, mais encore une fois, on le voit aujourd'hui, on a besoin d'entreprises dans le secteur de l'énergie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut investir dans du CAPEX, dans des activités d'extraction. On a besoin des entreprises dans le secteur de l'extraction, mais il faut être très regardant. C'est intéressant, c'est-à-dire que posons la question franchement, est-ce que du coup, si jamais on veut investir dans un fonds en lien avec la transition énergétique, donc qui d'un côté est le minimum d'impact sur le climat et de l'autre travaille à financer des énergies plus propres pour demain, est-ce que ça veut dire qu'il faut ou complètement exclure tout ce qui est énergie fossile ou au contraire y aller à partir du moment où il y a un objectif de transition? Évidemment, aujourd'hui, alors sur le secteur pétrolier, j'en profite justement pour clarifier un point, c'est que souvent on a l'impression que ce qui se fait dans le monde du pétrole, c'est du ressort des entreprises auxquelles on peut investir, que ce soit Total plutôt que BP, etc. Or, il faut savoir quand même que la plupart du pétrole sur la planète est contrôlé par ce qu'on appelle les SOE, donc des entreprises appartenant à l'État, souvent dans des pays comme l'Arabie Saoudite, plutôt qu'en Chine, en Russie, etc. Donc finalement, la partie du problème qu'on peut régler avec les entreprises listées est relativement petit. Cependant, dans cet univers-là, je pense que si on veut regarder et on veut aller vers le sujet de transition, il faut regarder plutôt quelles entreprises, quelles démarches ils ont mis en place pour changer leur business model. Et donc de passer d'une entreprise extractive en énergie fossile vers une entreprise de production d'énergie au sens large. Donc du coup, dans un panel diversifié de renouvelables, plutôt que d'hydrogène, pourquoi pas de nucléaire, etc. Et donc c'est dans cette transition-là qu'on peut identifier des acteurs plutôt orientés dans la dynamique. Et donc du coup, même dans des moments compliqués comme on vit aujourd'hui, on peut très bien avoir des entreprises qui aident aussi d'un point de vue financier. Puisque à la fin du compte, c'est important aussi de délivrer les deux objectifs. Ce n'est pas à l'investisseur de payer pour les coûts de la transition écologique. Je rebondis sur ce que vous disiez au début, sur le fait que on a pu voir, notamment en 2020, des fonds ESG qui performaient très bien, mais parfois du fait de secteurs d'activité qui performaient bien et qui n'avaient pas forcément de lien direct avec la stratégie pour lesquelles les investisseurs y étaient allés. Aujourd'hui, une stratégie ESG d'un point de vue purement financier, purement parcours boursier, ça fonctionne en 2022 ? Alors, si on regarde, il y a beaucoup de diversité dans le monde de l'ESG, que ce soit sur le monde du passif, donc celui indiciel, du monde actif, du monde de conviction. Mais disons que si on regarde un peu en moyenne, alors je m'excuse auprès de nos auscultateurs si effectivement je peux simplifier trop, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde aux États-Unis, en Europe, au Japon, la plupart des stratégies sont en retard. Alors, encore une fois, pas de stratégie, ça dépend comment elles sont construites. Mais si on regarde, par exemple, des benchmarks plus ou moins suivis par le monde de l'ISR, il y a du retard. Et effectivement, le retard s'explique par des surpondérations sur les secteurs de la tech, les secteurs de croissance en général, qui du coup souffrent pour des dynamiques qui vont au-delà de l'aspect durabilité. Donc c'est les taux d'intérêt, l'inflation. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça a été des sujets dont vous venez justement de débattre. Et à l'envers, la sous-pondération des secteurs de l'énergie, certains utilities ou alors des matières premières en général. Encore une fois, c'est pas forcément un call pour aller investir massivement dans ces secteurs-là, parce qu'il y a des enjeux long terme assez complexes aussi. Mais c'est clair que cette déviation sectorielle explique une bonne partie de la sous-performance, de la même manière qu'il a expliqué la surperformance en 2020. Donc du coup, on peut se poser la question, est-ce que l'ESG aujourd'hui il est légitime d'un point de vue financier ? À mon avis, il l'est, mais pas de cette manière-là. En fait, la vraie, ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que finalement l'ESG en soi ne veut pas dire grand-chose du moment qu'il faut regarder ce qu'il y a dans les fonds en fait, et en fonction de la stratégie qu'on veut soi-même mettre en avant, que ce soit pour un engagement plus environnemental, social ou autre, même s'il ne faut pas forcément dissocier les deux. L'ESG peut revêtir plein de réalités d'investissement différentes selon la stratégie d'un fonds ou d'un autre. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est aussi de voir, non pas à court terme, même si les investisseurs peuvent protéger une partie de leur portefeuille avec des stratégies un peu plus court-termistes, ça c'est tout à fait légitime, mais sur une partie du portefeuille plutôt orientée long terme, c'est clair qu'il faut regarder plutôt dans la durée comment l'activité d'une entreprise s'inscrit. Et donc par exemple, regarder du point de vue de la gouvernance, est-ce que l'entreprise
là-dessus, Carmine Franco. On mesurera justement comment l'entreprise arrivera à atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, on pourra en parler pendant des heures, mais on est malheureusement limité par le temps. Merci Carmine Defranco, responsable de la recherche chez Osiam. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour un nouveau numéro de Smart Bourse.